Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce stage de formation à la sécurité incendie à destination des crèches. Donc, cette vidéo est à destination des formateurs qui vont intervenir dans les structures People and Baby pour le 21 mai 2018. En fait, c'est plus en direction de donner des explications concernant les diapositives qui sont inscrites à l'intérieur du support pédagogique que l'on fournit. Voilà. Sachant que ce support pédagogique n'est pas du tout exhaustif, hein. Si jamais vous préférez utiliser le vôtre ou rajouter des images, il n'y a aucun souci. C'est votre support pédagogique, c'est à vous de vous en imprégner. Alors, du coup, généralement, on commence par le nom la présentation du formateur. Les participants, généralement, se connaissent toutes. La présentation de la formation, alors ça fait déjà la 4e année qu'ils font les formations incendie. Du coup, ils commencent un petit peu à connaître les classes de feu, les moyens de propagation, etc. etc. Alors, du coup, à l'issue de la formation, elles seront équipées de première intervention, ce qui inclut le fait de savoir éteindre les feux. Alors, c'est pas la priorité qu'on va leur demander, mais c'est surtout l'évacuation dans les crèches. Voilà. Et à la fin, on fera un exercice d'évacuation, soit avec des faux bébés, soit un petit peu dans le vide, pour voir si elles vont vraiment chercher de partout à l'intérieur de la structure pour voir s'il n'y a plus d'enfants. Entre-temps, on fera une petite manipulation des extincteurs, soit avec un bac à flammes. Ça, c'est ce qui est conseillé avec eau pulvérisée qualitative comme extincteur ou CO2. Poudre, on va éviter parce que ça fait trop de dégâts. Et si c'est dans Paris intramuros ou dans certains départements de la région parisienne, il est interdit de faire de la manipulation extincteur avec bac à flammes sur la voie publique. Et normalement, il faut demander une autorisation au niveau du commissariat d'arrondissement. Donc elles auront leur livret de sécurité et puis ainsi qu'une attestation de formation. Alors il va falloir connaître l'intérêt de la prévention puisque pour éviter les débuts d'incendie à l'intérieur des structures, il vaut mieux qu'on fasse de la prévention, notamment tout ce qui est électricité, la fermeture des portes, prendre des matériaux inifugés, ne pas fumer à l'intérieur de la structure, etc., etc. Ensuite, on va connaître les notions élémentaires de naissance et de propagation des incendies. On va essayer de savoir comment est-ce que ceux-ci se développent, de manière à surtout savoir comment les stopper. Ensuite, on saura comment choisir et utiliser le moyen de lutte approprié. Généralement, ce sera l'extincteur au plus qualitatif. De manière exceptionnelle, ce sera l'extincteur à CO2. Et surtout, maîtriser les procédures d'évacuation sans forcément utiliser la méthodologie guide fil serre fil, parce qu'on verra un petit peu plus loin que dans les structures comme ça, les EAJE, les guides fil serre fil ne sont pas forcément adaptés à ce type d'établissement parce que généralement elles sont en section ou si c'est une micro crèche, elles seront 3 ou 4 et puis du coup elles évacueront uniquement leur partie. On ne va pas leur demander d'aller faire un tour au vestiaire. Ni de faire vraiment le tour de la structure. Elles prennent les enfants, généralement elles savent où c'est qu'ils sont, et ensuite elles sortent. Après, si c'est une structure qui est plus grande, généralement le personnel des sections évacueront leur section. Ils iront pas voir par exemple dans le toilette des personnels, dans les vestiaires, à la lingerie. Généralement, elles prendront leurs enfants et ensuite elles sortiront. Par contre, on peut demander au personnel administratif là de faire un tour. Et là, on aura plus le rôle de guide fil serre fil. Sachant que le rôle du guide, c'est vraiment de guider les occupants vers le point de rassemblement. Le serre fil, c'est de vérifier qu'il n'y ait plus personne à l'intérieur. Généralement, les professionnels ne demanderont pas aux enfants, accompagnez-moi. Généralement, elles prennent les enfants et elles sortent. Voilà. Au niveau du programme, on fera un tout petit peu de prévention, la combustion, le triangle du feu, les extincteurs, les moyens d'extinction, l'évacuation d'une crèche dans les sections et l'évacuation des parties communes et l'exercice d'évacuation. Alors, on voit que malgré tout, les incendies dans les structures, il y en a quelques-unes. Bon, alors tout ça, ça date de 2015. Si on regarde 2014-2015, si on regarde maintenant, généralement, on voit dans le journal évacuation d'une crèche parce qu'il y a eu un feu à proximité à l'intérieur de la crèche ou carrément un feu dans une crèche. Alors généralement, ce sont des feux plutôt d'origine électrique. Ça va être un néon qui va se mettre à brûler, une cafetière, un micro-ondes. Souvent, c'est d'origine électrique. Ou alors, c'est un élément extérieur qui fait que soit la crèche, elle commence à brûler, mais généralement, les occupants ont tout le temps de sortir, ou soit c'est un acte de malveillance. Alors,
pourquoi est-ce qu'il y a une réglementation incendie qui demande à ce qu'il y ait une formation incendie par an, un exercice d'évacuation, que les matériaux soient inifugés, le nombre d'issues de secours, le nombre d'extincteurs, si l'équipement d'une cuisine, les arrêts d'urgence électrique, etc., etc. Eh ben, déjà, cette réglementation incendie, dans l'idée, elle essaye de limiter l'éclosion des incendies. Alors, les détecteurs de fumée ne sont pas obligatoires en crèche. Ça, c'est sûr. À moins qu'elles aient un effectif supérieur à 100, voire 200. Mais ça, ce qui est chose impossible. Mais les détecteurs de fumée ne sont pas obligatoires à l'intérieur des structures. Alors, si on veut rajouter des détecteurs autonomes, des DAAF, les directrices peuvent très bien en mettre à l'intérieur des dortoirs, par exemple. Mais ce n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi est-ce qu'à domicile, c'est obligatoire et pas dans le milieu professionnel? Eh bien, parce qu'à domicile, on dort. On peut fumer, on peut faire des frites, on peut faire du feu, on peut mettre des chauffages d'appoint, on n'utilise pas des matériaux inifugés, c'est pas forcément rangé. Parce que dans les structures, tout est fait pour que ça brûle pas. L'électricité est vérifiée une fois par an, il n'y a pas de système de chauffage d'appoint, on ne fait pas des frites ni des choses comme ça à l'intérieur. Et surtout, le personnel ne dort pas à l'intérieur. Effectivement, il y a les enfants qui dorment, mais les enfants ne sont pas chargés de la sécurité. Du coup, on compte sur les professionnels pour être vigilantes et apporter le remplacement des détecteurs autonomes de fumée. Pourvu qu'elles sachent ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un début d'incendie. Ensuite, on va mettre des extincteurs un petit peu de partout, chose qui n'est pas obligatoire à domicile. Alors, la règle globale, c'est un extincteur pour 200 m². Alors, si on se balade dans une structure, généralement, il y a toujours 2 ou 3 extincteurs pour 100 ou 200 m². Du coup, on voit que les structures sont largement suréquipées, sachant que les extincteurs sont vérifiés une fois par an. Ça, c'est une obligation par rapport au code des assurances, et que le personnel sache les utiliser. Ça, c'est vraiment important. Et également, on demande à ce que le personnel soit formé à l'utilisation des extincteurs. Il est hors de question que on laisse des personnes, on fasse vérifier les extincteurs une fois par an. Si le personnel ne sait pas l'utiliser, c'est vraiment problématique. Sachant qu'on donnera quand même la priorité aux évacuations. Ensuite, on va éviter toute source de chaleur. Alors, pas de bougies, utilisation de flammes interdite dans les établissements recevant du public. Ça, c'est la globalité. Donc, pas de bougies, pas d'encens, pas de sapin de Noël avec des vraies bougies. Tout ça, c'est interdit. Alors, il y a toujours la fameuse question, oui, mais un gâteau d'anniversaire, quand l'enfant a 2 ans, on peut bien utiliser des bougies. Bah oui, on va pas demander à ce que le personnel suive avec un extincteur derrière le gâteau d'anniversaire en chantant Joyeux anniversaire. Cela dit, il y a peut-être 2 ans, au Cuba Libre à Rouen, il y a eu 14 morts dans un sous-sol. Et qu'est-ce qui a mis le feu? Ce sont des bougies d'anniversaire. Par contre, pas de bougies magiques, parce qu'il y a déjà eu des bougies magiques qui se sont rallumées à l'intérieur de la poubelle, et surtout pas de bougies pyrotechniques. C'est vraiment des bougies simples qui s'éteignent très facilement. Ensuite, si jamais on doit faire utiliser des flammes, notamment pour les entreprises extérieures, il faut leur délivrer un permis feu. Et évidemment, on ne fume pas à l'intérieur des établissements. Il y a beaucoup d'établissements qui brûlent à la suite de mégots mal éteints ou d'actes de malveillance. Troisièmement, on fait la prévention des risques électriques. Alors, le premier modèle de multiprise, ça a vraiment à proscrire, interdit. Même à domicile, il ne faut pas l'utiliser, ça chauffe trop. Ensuite, ce type de multiprise, alors normalement, c'est marqué spécifiquement, il n'est pas autorisé d'utiliser ces multiprises à l'intérieur des établissements. C'est-à-dire, elles sont quand même tolérées. Et même quand une entreprise, un organisme de contrôle agréé vient vérifier l'électricité, il marque toléré, mais éviter, vraiment éviter. Alors, pour savoir combien on peut utiliser de prises, là, on pourrait en utiliser 6. Pas du tout. En fait, en haut, ici, là, il est marqué la puissance maximale de la multiprise. Alors, c'est simple, c'est toujours 3680 watts. Alors, comment est-ce qu'ils ont trouvé cette puissance? C'est relié à un disjoncteur de 16 ampères, c'est du 230 volts, comme P égale U fois I, 230 fois 16, ça fait 3680. Et vous pouvez vérifier sur vos multiprises, ce sera toujours marqué soit 3500, 3680, ou s'ils ont été plus restrictifs, par exemple, ils se sont dit on va utiliser un disjoncteur de 10 ampères, ce sera marqué 2300 watts. Alors, quand c'est pour brancher un ordinateur, un écran, une imprimante, des choses comme ça, une box, vous n'allez jamais dépasser les 3680. Par contre, si vous commencez à brancher une machine à laver, un sèche-linge, un lave-vaisselle, une Nespresso, une bouilloire électrique, sachant qu'une bouilloire électrique, c'est 2200 watts. Une Nespresso, c'est 2200 watts, et une machine à laver, ça peut monter jusqu'à 2500 watts.
Le cas le plus flagrant, c'est l'aspirateur. L'aspirateur, souvent, il est à 2500 watts. On demande, parce que ici, là, quand le fil est enroulé, qu'on ne le déroule pas, ça fait un effet Joule. C'est-à-dire que ça va chauffer, 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 et au bout d'un moment, ça prend feu. Du coup, on demandera, par exemple, sur ce type d'enrouleur, de 0 à 1000, pas besoin de le dérouler, de 1000 à 3680 watts, obligation de le dérouler, autrement ça peut chauffer, ça peut prendre feu. Et au-delà de 3680 watts, il ne faut plus utiliser l'enrouleur. Il faut soit en brancher un autre, ou soit utiliser une autre prise, qui ne soit pas reliée si possible au même disjoncteur. Et le cas typique, c'est vraiment les aspirateurs. Quand ils font 2500 watts, on demande, ou au-delà de 1000 watts, on demande à ce qu'ils soient totalement déroulés au niveau du câble électrique. Là, par exemple, on a utilisé une multiprise. Alors, très simple, une vraie multiprise reliée à un disjoncteur de 16 ampères. À mon avis, ils ont un petit peu verrouillé le disjoncteur de 16 ampères parce qu'autrement, il aurait déjà sauté par surcharge. C'est un disjoncteur magnétothermique. Et donc là, on voit que ça prend feu. Tout ça parce qu'il y a 3 grille-pains et qu'un grille-pain, ça fait à peu près 2000 à 2500 watts. Voilà. Donc là, on voit que ça prend feu. Si c'est dessous un canapé, derrière une machine à laver, ça prend feu instantanément. Et ensuite, on va utiliser des matériaux unifugés. Alors ça, dans les crèches, généralement, tous les matériaux sont unifugés. Par exemple, on ne pourrait pas acheter des beaux rideaux à Mondial Tissu et les installer. Non, il faudrait qu'il y ait un certificat comme quoi ces rideaux sont bien unifugés. Ensuite, on va essayer de limiter l'éclosion des incendies. Alors, en fait, c'est toujours ces fameuses portes à maintenir fermées. Sachant qu'une porte qui est fermée comme ça, s'il y a le feu à l'arrière, bon là, c'est vrai qu'il y a une façade en vitre, du coup, c'est pas très vrai, mais on va quand même l'expliquer comme ça. Une porte qui est fermée, s'il y a un feu derrière, la porte, elle va tenir au moins 10 minutes, un quart d'heure, même si c'est pas une porte coupe-feu. Le fait que ce soit vertical et que ce soit bien fermé, sachant que là, on voit, elle est un petit peu entrouverte, on dirait, parce qu'il y a un espace en bas. Mais une porte qui est bien fermée, ça tient au moins 10 minutes, un quart d'heure, ce qui laisse le temps aux pompiers de pouvoir intervenir. Eh bien, ce qu'on va demander, c'est par exemple dans les cuisines ou dans les locaux où il y a les machines à laver, le soir, en partant, ou même en journée, si possible, ne pas caler la porte, d'ailleurs, il ne faudrait pas caler ces portes, et surtout, bien fermer les portes le soir. Comme ça, si jamais il y a un début d'incendie sur une installation électrique, au moins, le feu sera contenu à la pièce, et ne va pas se propager au niveau des pièces voisinantes. Si jamais la porte elle est ouverte ou calée, si on a un feu derrière, on a forcément un feu de structure. Et là, c'est fini. Alors par exemple, là, c'est un cas typique dans un hôpital. Là, ici, ça a tout brûlé. La porte a bien résisté. Alors là, c'est tout cramé. Mais de l'autre côté, si on regarde, je suis sûr que la porte est bleue, nickel, sans aucune déformation. Et on voit que la chambre, elle est restée nickel. Et le dernier point, c'est quand même l'évacuation du public, parce que vouloir éteindre un feu, c'est très bien, mais généralement, il vaut mieux d'abord privilégier l'évacuation. Si on s'en sent capable et si on n'est pas en danger, on éteindra le feu, mais le mieux, c'est quand même l'évacuation du public. Alors, demandez juste combien de temps vide un extincteur. Les gens vont vous dire 5 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, alors qu'en fait, c'est entre 15 et 20 secondes, pas plus. Alors, la réglementation, donc c'est l'arrêté du 25 juin 1980 qui fixe tout ce qui est règles au niveau des établissements recevant du public. C'est une formation incendie par an, 2 exercices d'évacuation. Maintenant, il y a 2 exercices de confinement par rapport à tout ce qui est menace terroriste ou PPMS. Avoir un registre de sécurité, la vérification des extincteurs une fois par an et la vérification électrique. Alors, bien noter les exercices d'évacuation sur le registre de sécurité. Alors ici c'est une vidéo qui montre comment les feux se propagent et puis on voit également que les gens ne réagissent pas forcément. C'est également pour voir comment utiliser un extincteur à feu. Là on voit que ça se propage, il n'y a personne qui réagit et surtout au départ il faudrait quand même déclencher l'alarme incendie. Même si on est dans un centre commercial, il est quand même important de déclencher l'alarme incendie. Pourvu qu'il soit bien déjà visuellement trouvable et ensuite éventuellement prendre un extincteur. Mais c'est pas parce qu'on est dans un centre commercial qu'on ne doit pas intervenir. Donc là on voit qu'il y a un bon samaritain qui a commencé à écarter les cartons, mais c'est un peu inutile. Sachant qu'un peu comme ça, il faut vraiment mettre le feu au magasin. Donc là, le feu se propage.
Et on voit à l'arrière qu'il y a une personne avec un petit extincteur de 2 kg de poudre qui intervient et il va l'utiliser contre l'incendie. On voit que la poudre, elle a un petit peu d'inconvénient, c'est que déjà elle est très salissante et ensuite elle fait étouffer les gens. On va entendre que le son qui tousse. Elle est très asphyxiante. Il va tousser. Oh shit. Voilà. Malgré tout, ça a quand même éteint bien le feu. Si le feu est pris au début, on peut éteindre l'incendie. Sachant que la poudre, dans tous les cas, il faudra mouiller derrière. C'est-à-dire que soit on prend un extincteur à haut pulvérisé-qualitif, ou soit on appelle les pompiers, et eux finaliseront le travail d'extinction, parce que là, on a vraiment empêché la propagation de l'incendie. Le feu, globalement, ne peut pas reprendre, mais les matériaux, par effet de fumée ou des gaz de pyrolyse, vont continuer à fumer, ça c'est sûr. Alors, demandez à la dernière personne à la limite qui vient de rentrer dans la structure pour voir si elle a eu une formation, mini-formation à la sécurité. Voilà. Elle s'aperçoit qu'il y a une fumée qui sort d'un local technique de la structure. Demandez-lui qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Alors, globalement, elles vont vous dire je vais appeler les pompiers. Non, en priorité, il faut quand même déclencher l'alarme incendie. Alors, pour déclencher l'alarme incendie, soit on appuie sur un déclencheur manuel, c'est généralement ce que l'on va utiliser en premier, soit on va directement à la centrale incendie, sachant qu'il y a des structures qui n'ont pas de déclencheur manuel. Alors, ce n'est pas une obligation quand elles sont moins de... Alors, il faut regarder les catégories de SSI, mais pour moi, il n'y a pas forcément besoin de déclencheur manuel sur ce type de structure, surtout les micro-crèches. Du coup, ce sera une évacuation verbale, c'est-à-dire qu'il y a une professionnelle qui va passer à l'intérieur de la structure en demandant l'évacuation de l'établissement. Ensuite, on va commencer à évacuer la crèche, puisque les professionnels, en entendant l'alarme incendie, vont commencer à évacuer la crèche, et il va falloir qu'une personne désignée prévienne les secours, sachant que si vous avez coupé l'électricité, il n'y a plus de téléphone fixe. Dans ce cas-là, il faudra utiliser un téléphone portable ou demander à quelqu'un qui aille prévenir les secours pour déclencher les sapeurs-pompiers. Et ensuite, si jamais on est en sécurité, sans prendre de risque bien sûr, on tentera d'éteindre le feu, mais d'abord on aura pris tout ce qui est prévention et précaution, c'est-à-dire qu'on aura évacué la crèche. Alors pour déclencher l'alarme incendie, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, on a un petit déclencheur manuel, voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, on appelle les secours. Alors, demandez-leur, est-ce qu'il faut faire le 0 pour pouvoir sortir? Est-ce que le téléphone fonctionne lorsqu'il n'y a plus l'électricité? Est-ce qu'on peut prendre son téléphone portable? S'il faut du réseau, on peut quand même téléphoner? Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'il nous faut la carte SIM? Est-ce qu'il faut un code de déverrouillage, etc., etc. Et surtout, demandez l'adresse à la dernière professionnelle rentrée. Et globalement, on s'aperçoit que l'adresse n'est pas connue. Souvent, elle n'est pas connue des professionnels. Alors, pourquoi? Ça peut être également parce que les consignes de sécurité ne sont pas forcément bien affichées. Donc on appellera plutôt les sapeurs-pompiers là pour tout ce qui est incendie. On donnera le lieu de l'accident, la nature de l'accident, le nombre de victimes, les actions engagées et surtout ne raccrochez pas en premier, s'assurer que l'alerte a bien été donnée. Alors, voilà comment est-ce qu'on pourrait... il faudrait l'afficher vers les numéros de téléphone. Donc, l'adresse de l'établissement, donc crèche, par exemple, les petits pouces, à tel endroit. En cas d'incident, on appellera la directrice ou le responsable de secteur. Ou il y a un numéro d'urgence People and Baby qu'elles doivent connaître. C'est le numéro qui est affiché à l'entrée de la structure. En cas d'incendie, on préviendra les sapeurs-pompiers, on déclenche l'alarme incendie, on alerte les secours en faisant le 18 ou le 018 ou le 918. Ou le 112, le 0112 ou le 112, on attaque le feu et on se baisse. Le point de rassemblement, il faut le notifier, on mettra soit dans le jardin, soit le parking. Alors il y a toujours l'histoire, oui, mais s'il y a des vitres qui éclatent, le point de rassemblement il est trop près. Quand on est en plein centre-ville, et la majorité des crèches sont en plein centre-ville, il n'y a pas forcément de points de rassemblement qui sont identifiés. Et surtout, le point de rassemblement, c'est un endroit où on va se réunir si par exemple il y a des professionnels qui sortent par l'arrière, par devant l'entrée, etc. C'est vraiment un point de rassemblement. On se réunit là, et après on fait le point. S'il y a besoin de bouger, on bougera. Si la structure brûle, on bougera. Par contre, si c'est un petit feu de néon,
on peut atteindre au point de rassemblement. Alors, vous embêtez pas, si jamais le point de rassemblement il est dans le jardin, c'est très très bien. Et même s'il y a des vitres, s'il y a une menace d'explosion, tout ça, faut pas se prendre la tête par rapport à ça. On va au point de rassemblement, celui qui est le plus facile, qui soit deux. Alors, le mieux, c'est qu'il soit quand même à l'entrée. Pourquoi? Parce que généralement, le jardin, il est à l'arrière de la structure. Si tout le monde va à l'arrière et que à l'entrée, il y a une mère de famille qui vient récupérer son enfant, bah, du coup, elle va entrer à l'intérieur de la structure. Or, il y a le feu à l'intérieur et du coup, c'est pas génial. Et c'est vrai que si jamais les sapeurs-pompiers arrivent par l'entrée de la structure et que tout le monde est à l'arrière, ça posera des problèmes. Il faudra forcément qu'une professionnelle aille au-devant des secours. Bon, en cas d'accident, on peut prévenir soit l'infirmière, soit la directrice, ou soit les gens qui ont eu un diplôme de secourisme. On fera le 112 ou le 0112. On peut noter le défibrillateur. Il manque un défibrillateur le plus proche. Et en mesure de confinement, il faut juste se tenir informé. Et ici, c'est le 105.5 pour France Info. Ensuite, on fera évacuer la crèche et on ira au point de rassemblement, sachant qu'il faudra quand même surveiller l'entrée. On peut prendre des mesures conservatoires, notamment couper l'électricité et couper le gaz, ou couper l'onduleur, ou couper tout ce qui est van police. Et après, on attaque le feu sans prendre de risque, bien sûr. Alors, j'ai essayé de trouver des vidéos sur Internet qui montrent comment les feux se propagent. Alors, parce que j'en avais marre un petit peu, je pense, des anciennes, c'est soit le canapé rayé, ou soit le fauteuil qui brûle. J'ai trouvé celle-là. Alors ça, normalement, c'est une vision en 3D. C'est-à-dire que si on a des lunettes 3D qui peuvent bouger, ça peut être pas mal de regarder la quantité de fumée qu'il y a à l'intérieur de la pièce. Alors, je me demande si elle n'est pas un petit peu accélérée. Parce que s'il n'est pas accéléré, ça brûle quand même très très rapidement. Alors l'idée là, c'était qu'on mettait du linge devant un radiateur électrique ou devant un petit poêle à bois. Et au bout d'un moment, ça prend feu. Là, on a un embrasement généralisé. Je crois que si les gens de cette pièce, ça poserait un problème. Et là, du coup, on a un embrasement. Alors, pour rappeler, là, la numérotation, elle n'a pas forcément fonctionné. Alors, les différentes causes d'incendie, généralement, 5% c'est les causes naturelles. Ça peut être la foudre, l'étection de bouteilles, l'électricité statique. 20% c'est causes humaines, alors que ce soit volontaire ou involontaire. Donc, c'est les cigarettes, les bougies, rayonnement, non-respect des procédures de malveillance. Et le reste, c'est vraiment industriel. Souvent, c'est l'électricité ou le fait de faire utiliser des flammes ou des choses comme ça. D'où la nécessité de faire de la prévention en entreprise. On dit généralement qu'un feu, moins de 2 minutes, un verre d'eau suffit à éteindre le feu. Moins de 2 minutes, c'est un seau d'eau ou un extincteur. Et après, c'est plusieurs tonnes d'eau. Autant dire, c'est pas possible d'éteindre le feu. Ce qu'il faut, c'est vraiment attaquer le feu ici. Voilà. Alors, les moyens de propagation, on les a vus à l'intérieur de la vidéo. Le premier moyen de propagation, c'est tout ce qui est rayonnement. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, on a un meuble ou un canapé ou du linge qui est tendu, le fait qu'il y ait un feu ici, par rayonnement, ça va chauffer, et au bout d'un moment, le matériau prendra feu automatiquement. Ensuite, on a par convection, sachant que les fumées et la chaleur vont toujours en hauteur. Il fait toujours plus chaud en haut qu'en bas. Du coup, ce qu'on demandera au personnel, c'est lorsqu'ils sont pris dans le feu, c'est de se baisser le plus proche du sol et de partir à quatre pattes. Et notamment chez les pompiers, lorsqu'il y a un feu, par exemple au 2e étage, il faudra toujours faire une reconnaissance au dernier étage pour voir s'il n'y a pas un départ de feu. Ensuite, il y a par conduction des matériaux. C'est par exemple quand on a une gaine de ventilation qui passe. Si c'est chauffé d'un côté, ça peut chauffer de l'autre côté. Après, il y a tout ce qui est transport, mais ça, c'est plus par exemple un feu de ferme, soit avec des petits animaux, notamment des hérissons ou des petits lapins ou des rats qui mettraient le feu à travers champ parce qu'ils auraient le dos en feu, en courant, ou soit par des braises qui voleraient un petit peu plus loin et qui mettraient le feu. Alors là, on va parler de combustion. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour une combustion? D'abord, il nous faut 3 éléments. Alors, le premier élément, il nous faut d'abord tout ce qui est combustible. Alors, forcément, par exemple, si on se met dans la peau d'un candidat à Koh-Lanta, pour faire du feu, il nous faut 3 conditions. Donc, le premier c'est le combustible. Donc, le combustible, c'est la nourriture du feu. C'est ça qui va alimenter le feu. Donc, du coup, il nous faut soit du bois, soit du papier, soit des trucs à base de pétrole ou d'hydrocarbures, soit à base de gaz. Le deuxième c'est le comburant. Donc ça, c'est l'oxygène de l'air. Donc on est cerné par le comburant. Sachant que dans l'air, il y a à peu près 21% d'oxygène, tout le reste, c'est quasiment que de l'azote. Ou alors ça peut être de l'oxygène en bouteille,
bouteille de gaz, ou tout ce qui est produit comburant. Par exemple, on a des nitrates qui peuvent être comburants. Généralement, ils sont bien identifiés et ceux-là, ils vont favoriser la combustion. Et le troisième, c'est l'énergie d'activation. Alors, on pourrait dire, c'est par exemple les 3 C. C'est combustible, comburant et chaleur. Alors, c'est soit il nous faut un briquet ou des allumettes, soit un mégot de cigarette, ou soit faire des étincelles. Et là, du coup, si on a ces 3 éléments, généralement à Koh Lanta, eux, ils ont l'oxygène sur la plage. Ils prennent du petit bois, mais vraiment très très fin, ou un petit peu de bois en mousse, en sorte qu'il soit bien déstructuré, qu'il prenne feu facilement. Et ils vont frotter, 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 jusqu'à au bout d'un moment qu'ils aient une petite braise. Et cette petite braise va faire qu'ils pourront mettre le feu au bois. Alors, si on devait se matérialiser par un cycle, tout ce qui est combustion, donc ça représenterait le triangle du feu. Donc avec le côté combustible, côté comburant et l'énergie d'activation. Pour éteindre un feu, soit on supprime le combustible, soit on supprime le comburant, ou soit on supprime l'énergie d'activation. Alors là, par exemple, c'est un feu d'essence. On voit que c'est pas la peine de regarder si on... Alors, on peut supprimer le combustible, par exemple en coupant le gaz. Et généralement, un feu de gaz, il faut toujours couper le gaz. Donc, si on coupe le gaz, on n'a plus de combustion. Et du coup, voilà. Donc là, on a fermé la boutique de gaz. Et c'est bon. On pourrait également couper le gaz au niveau de l'entrée de la structure. Il y a souvent un robinet d'urgence gaz. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire un tour dans la structure et de vérifier tout ce qui est coupure électrique, coupure du gaz et tous les organes de sécurité, notamment les issues de secours et les extincteurs. Si par exemple on met une bougie, un verre sur une bougie, elle va s'éteindre parce qu'il n'y a plus, d'oxygène à l'intérieur du verre. Et du coup, on supprime le comburant. Alors, on va faire une démonstration avec le fameux feu de friteuse. Surtout, ne jamais mettre de l'eau à l'intérieur d'un feu de friteuse. Autrement, ça explose. Alors, quel est le mécanisme? En fait, l'eau est beaucoup plus lourde que l'huile. Si jamais on met de l'eau à l'intérieur d'une friteuse en feu, alors généralement, l'huile en feu, c'est vers 350 degrés. Si jamais on verse de l'eau, déjà l'eau, comme elle est plus lourde, elle va se mettre au fond de la casserole. Comme l'eau va être chauffée à 350 degrés, elle va se transformer instantanément en vapeur. Du coup, ça va gicler de partout, drainant avec elle des particules d'huile. Et une fois que cette eau s'est évaporée, et du coup, on a une grosse boule de feu et l'huile est en feu. Alors, pour éteindre un feu de friteuse, on mettra soit un linge humide sur la friteuse, soit une serpillière ou soit un couvercle. Sachant qu'au préalable, il faudra d'abord couper tout ce qui est alimentation énergétique, soit le gaz ou soit l'électricité, si c'est une friteuse électrique. Ensuite, on peut supprimer la chaleur, c'est-à-dire en refroidissant les matériaux. Alors, là, ils vont utiliser de la poudre. C'est vrai que la poudre, c'est pas vraiment un système par chaleur, mais on peut quand même le mettre dans cette catégorie. Donc là, on voit qu'il y a un véhicule qui brûle. Il y a un bon samaritain, encore une fois, qui a un petit extincteur de 2 kg. Vous allez voir qu'avec un petit extincteur de 2 kg, mine de rien, on peut vraiment éteindre un feu. Donc là, c'est un extincteur poudre de 2 kg. Donc là, il va le tester. Il doit parlementer avec le propriétaire du véhicule. Et on voit qu'à distance, on voit que la poudre est quand même envoyée assez loin. C'est pour ça qu'il normalement, il faut être entre 2 et 3 mètres de distance pour pouvoir attaquer le feu. On voit que cette poudre, elle empêche vraiment la propagation de l'incendie. Donc là, il y a une deuxième personne qui s'est arrêtée, qui va utiliser un autre extincteur de 2 kg de poudre, et on voit qu'ils font quand même du bon boulot avec ces petits extincteurs. Alors même si ça n'éteint pas le feu, ça empêche vraiment la propagation de l'incendie. Alors, cas spécifique, c'est tout ce qui est feu électrique, il faut d'abord couper l'électricité, dans la mesure du possible, et utiliser un extincteur à CO2. Sachant que l'eau pulvérisée additive et la lors d'un feu d'origine électrique, peuvent être utilisés. Il est impératif d'utiliser un extincteur CO2. Mais avant l'attaque du feu, il est nécessaire de couper l'alimentation générale d'électricité. Voilà, donc là on va utiliser un extincteur à CO2. Voilà,
voilà, le feu est éteint. Alors, et les feux de personne. Donc là, il vaut mieux utiliser soit une couverture anti-feu, soit une veste ou des choses comme ça. Donc il vaut mieux d'abord plaquer la personne au sol. Et ensuite, on étouffe les flammes. Voilà. Après, il faut refroidir la personne. Il faut la passer sous l'eau impérativement. Parce que c'est une brûlure grave. Voilà. Alors, on va parler quand même des différentes classes de feu. Donc, tout ce qui est feu de solide, c'est papier, bois, tissu, carton. Généralement, ce sont des matières organiques. Lorsqu'elles brûlent, elles forment des braises. Ce sont des feux de classe A. Et ces feux de classe A, on va les retrouver à la fois sur les extincteurs à eau pulvérisée additif et sur les extincteurs poudre. Tout ce qui est feu de classe B, c'est tout ce qui est essence, solvant, alcool et plastique. Alors, on pourrait scinder les plastiques en différentes classes de feu. Moi, je préfère simplifier et me dire... le plastique, on va le mettre en feu de classe B. Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un solide liquéfiable, c'est-à-dire qu'au moment où on va commencer à le chauffer, il va devenir liquide. Donc tout ce qui est liquide ou solide liquéfiable, on va les mettre en feu de classe B. On va les retrouver sur les extincteurs à eau pulvérisée additif, poudre et CO2. Tout ce qui est feu de gaz, on les mettra en feu de classe C. C'est butane, propane, acétylène, etc. etc. Sachant qu'il y a un feu de gaz, alors on a les extincteurs poudre qui font les feux de gaz, mais sachant qu'il y a un feu de gaz, en fait, il faut uniquement couper le gaz. L'extincteur n'est là que pour souffler la flamme si jamais elle est à proximité d'un robinet d'urgence gaz. Tout ce qui est feu de classe D, alors ça, on n'en verra jamais. C'est plutôt dans l'industrie chirurgique ou, par exemple, des entreprises qui fabriquent des prothèses en titane, notamment. Si jamais ce titane prend feu, et ça peut très facilement prendre feu, hein, les titanes à l'état de copeaux en sortie d'usinage prend très rapidement feu. Si on met de l'eau, il va y avoir une réaction chimique. Du coup... ça va scinder la molécule d'eau, ça va couper l'oxygène et ça va créer de l'hydrogène. Et du coup, on va augmenter la combustion en créant des petites explosions. C'est le principe des feux d'artifice. Donc, jamais d'eau sur un feu de classe D. On mettra soit du ciment, soit de la poudre de classe D. Et le dernier moyen d'extinction, la classe de feu, ce sont les feux de classe F. C'est tout ce qui est bain d'huile, notamment comestible. Alors, ça va être beignet, accra, morue, nem, dinde, nuggets, etc., etc. Notamment les frites. Donc, tout ce qui est feu de friteuse, ce sont des feux de classe F. Alors on peut se donner des moyens mnémotechniques, on dit que c'est A comme arbre, B comme bouteille plastique, C comme chaudière aux cuisinières, D comme les dents de l'engrenage et F comme frites. Et on voit que les logos représentent tout ce qui est classe de feu. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans une crèche? Déjà on ne peut pas faire de frites. Du coup on n'aura pas de feu de classe F, d'extincteur de classe F. Sachant que maintenant les extincteurs à eau pulvérisée additif, ils rajoutent les classes F, sachant qu'on n'en aurait pas besoin dans les structures. On ne découpe pas du titane, du coup il n'y a pas de classe D. Feu de gaz, c'est de plus en plus rare qu'il y ait des chaudières gaz à l'intérieur des structures. Alors on en trouve encore quelques-unes, mais normalement il suffit de couper le gaz. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Ce sont des feux de classe A et B, sachant que l'eau pulvérisée additif, il fait les feux de classe A et B, c'est largement suffisant. Et en plus, ce type d'extincteur fonctionne sur les feux d'origine électrique du moment que c'est à moins de 1000 volts. Dans les structures, on n'aura que du 230 volts et du coup, on pourra toujours utiliser ces extincteurs. Alors pourquoi il n'y a pas de classe E? C'est parce que les feux de classe E, on pourrait dire c'est électrique. Et non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de feu de classe électrique. Pourquoi? Parce que l'électricité, en fait, c'est l'énergie d'activation. C'est quand on se rappelle du triangle du feu, c'est ça qui va mettre le feu aux matériaux environnants. Ce n'est pas une classe de feu particulière. Et généralement, les appareillages électriques sont tous faits à base de plastique. Et globalement, un feu d'origine électrique, c'est un feu de classe B. Pourquoi? Parce que c'est toujours un feu de plastique. Et si on prend l'extincteur à CO2, celui-là, ce sera toujours marqué B, parce que c'est toujours un feu de plastique. Et donc, on voit que les feux d'origine électrique, c'est l'énergie d'activation. Et sur les extincteurs, que ce soit eau pulvérisée additif ou CO2 ou poudre, on voit que l'extincteur était habilité sur une tension supérieure à 1500 volts, enfin jusqu'à 1500 volts. Pourquoi? Parce que au niveau de la SNCF, les locomotives fonctionnent aux 1500 volts. Ou alors, on peut avoir par exemple des tramways ou des métros qui fonctionnent aux 750 volts continus. Et du coup, ils ont été testés dessus et on peut les utiliser à l'intérieur soit des transformateurs ou soit sur une locomotive, par exemple. Voilà. Alors, au niveau des moyens d'extinction, on a tout ce qui est extincteur, robinet incendie armé.
Alors les extincteurs, généralement, on en a 2-3 catégories. On a les CO2, les eaux plus qualitifs et les poudres. Donc il y a tout ce qui est robinet incendie armé. Alors ça, on n'en a pas, mis à part dans les grands ensembles. Par exemple, dans un centre commercial, on peut avoir des RIA à proximité. Il y a tout ce qui est couverture anti-feu, pas obligatoire en cuisine, dans crèche, parce que les cuisines sont des petites cuisines. On a du sprinklage. Alors un sprinklage, en fait, c'est un tuyau d'eau qui est à l'intérieur du plafond, avec une petite capsule de verre. Et à l'intérieur de cette capsule de verre, on a une petite bulle d'air qui est enfermée à 61 degrés. Ça dépend de la couleur à l'intérieur. Alors, c'est pas du mercure, c'est interdit le mercure. C'est de l'eau avec un petit additif à l'intérieur qui va colorer cette eau. Et une petite bulle d'air qui a été enfermée à 61 degrés. Par dilatation des gaz, et comme l'eau ne se dilate pas, s'il fait 62-63, ça va prendre la place de l'eau. Du coup, ça va casser la capsule. Et du coup, il y aura un déversoir d'eau. Alors c'est vrai que des fois quand on voit dans des films, par exemple le film Radin de Eddie Boon, on voit que pour pas payer, dans les toilettes, il prend un briquet, il l'utilise sur un sprinklage, et du coup tout le restaurant est arrosé. C'est pas possible ça. S'il y en a un qui explose, tous n'explosent pas. On peut également avoir dans les parkings souterrains, il y en a en structure, dans les grands ensembles, par exemple dans les centres commerciaux. À l'intérieur de ces structures, il peut y avoir du sable. Alors généralement, c'est plus pour canaliser l'essence, sachant que le sable peut éteindre un feu, notamment les barbecues. Et on peut également avoir tout ce qui est bouteille d'eau, un feu de cendrier à l'extérieur. Vous prenez une bouteille d'eau, une casserole d'eau, même à domicile, et vous balancez sur ce qui brûle. Tout sauf électricité à haute tension. Il faudrait couper l'électricité et également les feux de friteuse, bien sûr. Alors, là, on a les 3 types d'extincteurs, l'eau pulvérisée qui est additif, le poudre et le CO2. Donc là, c'est les 3 types d'extincteurs que l'on va rencontrer dans les structures, sachant que celui-là, on le rencontre tout le temps. Celui-là, c'est pas forcé, c'est uniquement quand il y a du gaz, une petite réserve peut-être vers les extincteurs, vers les poubelles à l'extérieur, mais c'est pas obligatoire. Et le CO2 uniquement à côté d'une armoire électrique où on voit qu'il y a des installateurs qui en mettent dans les cuisines, sachant que c'est pas forcément adapté, mais bon, si leur réglementation elle dit ça, c'est qu'ils trouvent leur compte. Alors, les extincteurs à eau, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans une pièce, tout ce qui est papier, bois, tissu, l'eau, ça éteint très bien. Mais par contre, ça n'éteint pas les feux de plastique. Et si on regarde bien, il y a plein d'appareillages électriques, ou le plafond, où il y a des matériaux qui sont faits à base de plastique, notamment les tapis d'enfants, etc. Et on voit qu'on ne peut pas utiliser des extincteurs à eau. Du coup, ils ont créé des extincteurs à eau pulvérisée additifs. Ces additifs, on appelle ça un A3F. Ça veut dire agent formant un film flottant. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'eau, il y a une sorte de pellicule de mousse et votre extincteur est en capacité d'éteindre à la fois des feux de plastique, mais également des feux de bois. C'est pour ça qu'ils ont la catégorie de classe A et B. Et si on regarde en haut, ici, là, c'est souvent marqué 34A, 233B. Ça veut dire que votre extincteur est un 234 kg de bois et 233 litres d'essence en feu. Alors tout ce qui est, on le voit un petit peu mieux ici, là ça va être marqué 9A, 183B et C. Alors lui, il éteint à la fois des feux de bois, alors c'est pas le mieux, mais il éteint quand même les feux, tout ce qui est à base de papier, bois, tissu, carton. Il éteint très très bien tout ce qui est feu d'essence, alcool, solvant et même plastique. Et il éteint uniquement les flammes de gaz, alors sachant qu'il faudra toujours couper la vanne gaz, ça c'est sûr. Et le CO2, celui-là, n'est là que pour les feux de classe B et n'éteindra que des feux d'origine électrique, éventuellement un peu de tout ce qui est essence, solvant, alcool et plastique, mais ils ne sont pas faits pour. Mais sachant qu'on pourrait l'utiliser. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça sur un feu de friteuse? La réponse est non, parce que ce n'est pas de classe F. On va détailler un petit peu les extincteurs. Alors, on a les 2 types d'extincteurs. On a soit les extincteurs à pression permanente. Alors, pour les utiliser, comment est-ce qu'on va utiliser cela? En premier, on enlève la goupille. On appuie sur la poignée et ça sort. Alors, quel est le principe? Ça remonte par ici et ça sort à l'extérieur. Sachant qu'il faut toujours utiliser l'extincteur de façon droite. Tandis que l'extincteur à pression auxiliaire, on voit qu'à l'intérieur, il y a une sparklette. Donc la sparklette, c'est ça qui va mettre l'extincteur sous pression, sachant que la sparklette n'est pas percutée en utilisation normale.
Pour pouvoir l'utiliser, en premier, il faut d'abord enlever la goupille, ensuite baisser la poignée. Le fait de baisser la poignée, le pointeau va libérer le gaz à l'intérieur de la sparklette. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'extincteur en appuyant sur la lance qui est ici. Allez, petite démonstration. Alors, juste des précautions d'utilisation. Lorsqu'on dégoupille, ne vous appuyez pas sur la poignée parce que vous aurez du mal à dégoupiller. Donc, maintenez plutôt l'extincteur de cette manière et retirez la goupille. Sachant que sur les CO2, des fois, on a un plombage qui est ici et ça fait un peu entretoise. Donc, en premier, éventuellement, enlevez le plombage et tirez la goupille. Ensuite, on voit que l'extincteur ici est tenu par deux goujons. Et c'est déjà arrivé, notamment en formation, qu'il y ait une vis qui parte. On ne sait pas pourquoi. Alors, en fait, on sait pourquoi. C'est parce que quand ils sont remplis, normalement, il faut qu'on utilise une clé dynamométrique pour pouvoir serrer ces goujons-là, ces vis. Pourquoi est-ce qu'on utilise une clé dynamométrique? C'est parce qu'il faut qu'il soit serré de la même façon à droite et à gauche. Si on serre trop d'un côté, et ben de l'autre côté, il risque d'être fragilisé parce qu'on ne vissera pas forcément de façon identique. Et comme c'est déstabilisé et déséquilibré, et ben du coup, ça risque de partir. Alors, par acquis de conscience, pour éviter que le joint, si jamais il est serré ou si on a oublié de mettre un joint, si jamais il y a un goujon qui est mal vissé ou qui part, ou si jamais le capot ici se fend, on ne mettra jamais sa tête au-dessus. Et on percute la tête tournée dans l'autre sens. Ensuite, on teste l'extincteur et on visera toujours la base des flammes. Allez, une petite vidéo qui récapitule tout ça. Alors, pour utiliser l'extincteur à eau pulvérisée cavitatif, en premier, il va falloir enlever la goupille. Alors, pour enlever la goupille, la première précaution à prendre, c'est de ne pas appuyer sur la poignée, autrement on n'arrivera pas à enlever la goupille. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir l'extincteur par le haut. De cette manière, on enlève facilement la goupille. Ensuite, on va percuter l'extincteur. Alors, on voit que l'extincteur est tenu en haut par deux vis et ici, il y a un joint. Si jamais le joint était pincé ou si les vis ont été mal vissées, l'extincteur peut partir en l'air. Du coup, on va se mettre en direction de la poignée et on va percuter l'extincteur en faisant attention à ne pas mettre sa tête au-dessus, de cette manière. Donc là, l'extincteur s'est mis en pression. Pour savoir s'il fonctionne, on va faire un test. Donc là, il fonctionne et on va l'éteindre le feu. Pour l'éteindre le feu, il y a trois particularités à avoir. C'est d'abord de se mettre dans le sens du vent. Il faut toujours être dos au vent, autrement on va se prendre les flammes et puis les fumées dans le visage. Ensuite, il y a les distances d'attaque. Alors pour connaître les distances d'attaque, il faut compter le nombre de lettres qu'il y a sur l'extincteur. Par exemple, ici c'est marqué A et B, donc il faut qu'on se mette à 2 mètres de distance de sécurité. Et toujours viser la base des flammes. Donc là, on peut voir que l'extincteur il dure à peu près entre 15 et 20 secondes. Si on met un chronomètre, on pourrait regarder, c'est entre 15 et 20 secondes. Et on fait un petit tour autour, sachant qu'il ne faut pas se mettre dans les fumées. Et voilà, j'ai utilisé mon extincteur à eau pulvérisée cavitatif, donc on voit que le temps de fonctionnement c'est entre 15 et 20 secondes. Si nécessaire, on peut utiliser un deuxième extincteur pour finaliser l'extinction du feu. Et l'extincteur, après, on le donne soit au responsable sécurité, ou soit on demande son remplacement. Dans tous les cas, il faut mettre l'extincteur couché, de manière à signifier que celui-ci a été utilisé. Voilà. Extincteur couché. Donc l'extincteur poudre, c'est plus entre 3 et 4 mètres de distance et on va utiliser l'extincteur par effet de nappe. Donc ça c'est bien l'extincteur poudre. Extincteur CO2. Donc on teste, il n'y a pas besoin de le percuter, celui-là on coupe l'électricité éventuellement et on va l'utiliser directement sur notre appareillage électrique. Voilà, en se mettant à une distance de 1 mètre de distance de sécurité. Et on voit qu'il n'y a pas de dégâts. C'est un extincteur qui ne fait aucun dégât. Donc ça, ce sont les distances de sécurité. Alors, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Vous comptez le nombre de lettres. Si c'est marqué A et B, c'est 2 mètres. Si c'est marqué ABC, c'est 3 mètres. Et si c'est marqué B, c'est 1 mètre de distance de sécurité.
Et là, on va passer à la partie manipulation des extincteurs. On va faire les différents types de manipulation. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser l'extincteur à eau plus qualitatif. CO2, soit à l'intérieur de la structure, mais pas sur un vrai feu, ou soit sur le bac à flamme. Ensuite, on peut faire exercice avec le feu de friteuse, feu de bouteille de gaz et feu de personne éventuellement. Ensuite, tout le monde revient, on fait un petit tour d'établissement, repère tout ce qui est organes de sécurité. Et là, on va parler des évacuations. Alors, pour parler des évacuations, on prend cette petite vidéo. C'est un feu au Station aux États-Unis, donc je crois que c'est en Californie. C'est un concert de hard rock. Et celui qui filme, c'est un reporter. Alors, ça date des débuts 2000, soit 2004-2005. Et on voit que le reporter, là, il a remarqué qu'il y avait un souci parce que le feu d'artifice, il n'a pas fonctionné correctement. C'est-à-dire que là, il y a un début d'incendie. Discrètement, il va commencer à reculer. Il voit que la fumée, puis le feu, ça va pas s'éteindre tout de suite. Du coup, il commence à reculer et on voit qu'il y a d'autres personnes qui le suivent. Alors, on voit que là, ça s'est arrêté. L'alarme incendie va se mettre en haut. Elle n'est pas forcément très audible. Et on voit qu'à l'arrière, si on regarde bien, il y a encore du monde derrière. Et l'incendie est très important. Hein. Là, à mon avis, ce sont des blessés graves en incendie qui sont restés à l'arrière. Alors, le problème dans cet établissement, c'est que les gens n'ont pas regardé où étaient les issues de secours. Sur les côtés, il y avait les issues de secours, à droite, à gauche. C'était réalisé par un plan, mais les gens n'ont pas fait attention et du coup, ils ont voulu ressortir par l'entrée principale. Et comme ils n'ont pas été méthodiques, et qu'au bout d'un moment, il y a eu un mouvement de panique à l'intérieur, donc là, la personne est dehors. On va voir qu'ils ont eu des difficultés pour évacuer. Donc là, il y a la neige un petit peu dehors. C'était en plein hiver. Si on regarde bien, on voit il y a la discothèque qui brûle vraiment. Surtout qu'il y avait des matériaux qui étaient forcément inflammables comme de la mousse. Il revient un petit peu en arrière. Donc là, on voit une personne qui s'échappe. On voit la fumée qui est noire et dense, qui est très toxique par rapport aux matériaux qui sont utilisés à l'intérieur de la structure. Et on voit que pourquoi est-ce que les gens ne sortent pas? C'est parce qu'ils n'ont pas été méthodiques, épaule contre épaule, et ils n'ont pas pu sortir. Ils n'ont pas été. On voit que c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et qu'il faut faire des exercices d'évacuation pour savoir si ça fonctionne. Alors des fois on fait des exercices un petit peu surprises à l'intérieur des structures sur demande de la directrice, mais sans forcément en parler aux professionnels. Et on voit que dans l'effet de panique, des fois, on peut faire n'importe quoi, et oublier des enfants, ou faire la moitié chose, ou ralentir l'évacuation. Donc on évacuera soit sur signal sonore, soit sur ordre. Si on a une alarme incendie, généralement elle fonctionne, donc on va évacuer sur signal sonore, mais il se peut que la batterie soit HS. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'électricité, l'alarme incendie ne fonctionne pas. Et des fois on teste, il y a l'alarme incendie, il y a l'électricité, elle fonctionne. Dès qu'on coupe l'électricité, elle ne fonctionne plus parce que les batteries sont en HS. Dans ce cas-là, il faudra il faudra faire une évacuation sur ordre. C'est-à-dire une personne qui passe et qui demandera l'évacuation du public. En cas d'incendie, odeur suspecte, fuite de produits chimiques ou présence d'un objet suspect. Alors, tout à l'heure on l'a vu, on déclenche généralement au déclencheur manuel ou sur la centrale incendie où on fait une évacuation verbale. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que forcément, les guides fil serre-fil, c'est pas forcément adapté à la petite enfance parce que ce sont les professionnels qui prennent en charge les enfants en fait. Et ils évacueront leur secteur. Ils ne sont pas associés. Alors, ils peuvent venir aider derrière tout ce qui est administratif, notamment tout ce qui est cantine, choses comme ça. Mais le but principal, c'est elles sont en petite section, elles prennent les enfants dans les lits et elles sortent. Donc on va quand même parler des guides fil serre-fil parce qu'il y a certains directeurs ou directrices qui ont mis en place ces guides fil serre-fil et si jamais on n'en parle pas, ils vont faire un petit peu la tête. Du coup, il y a les consignes pour tout le personnel qu'on va donner. Les guides fil serre-fil et le responsable d'évacuation, c'est la personne qui est à l'extérieur et qui va coordonner tout ça. Ça peut être le directeur ou la directrice de l'établissement. Alors en premier, il faut rester calme, il ne faut pas courir dans tous les sens. Et si on peut, on stoppe l'alimentation des machines par arrêt des arrêts d'urgence. Alors, en section, on peut avoir un arrêt d'urgence qui est reporté, qui est dans la section. Sachant que là, c'est plus à destination soit de la cuisine, où il peut y avoir un arrêt d'urgence moteur, ou soit, par exemple, dans la machinerie pour tout ce qui est laverie ou aux zones techniques. On ferme les portes et fenêtres, mais pas à clé. Donc, quand on est dans sa petite structure, dans sa section, on fermera tout ce qui est portes et fenêtres pour éviter la propagation des incendies.
Si on les rencontre, on suit les consignes du guide fil sans fil et on va au point rassemblement. Donc on ne revient jamais en arrière, on ne prend jamais les ascenseurs ou le monte-charge et on utilisera toujours les escaliers. On ne va pas prendre sa voiture au parking en sous-sol et on n'encombre pas les circuits d'évacuation. Et on ne casse jamais les issues de secours. Alors on set des plans pour connaître les issues de secours. Donc là on voit qu'elles sont ici, ici et puis là c'est une issue de secours. On set des blocs autonomes d'éclairage. Normalement ils ont une autonomie de 30 minutes pour trouver les issues de secours ou les plans. Et pour ouvrir les portes, généralement ici pour sortir, on appuie sur ce bouton et on peut sortir. Alors ça c'est le cas dans beaucoup de structures de AGE pour pas que les enfants y sortent. S'il n'y a plus d'électricité, la porte elle s'ouvrira pas. Et la seule façon d'ouvrir la porte, c'est d'utiliser ces fameux boîtiers verts qui fonctionnent comme un déclencheur manuel. Il faut juste avoir les petites clés pour pouvoir réarmer. On appuie de cette manière. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette vidéo? C'est parce qu'elle est très intéressante par rapport aux ambiances, au phénomène thermique. Il y a un chat qui est dedans et il y a le feu. Et vous voulez ouvrir la porte pour aller le chercher? Bah oui, je rentre, je l'attrape et hop. Vous croyez que c'est sans danger? Je sais rien. Au début, il est un peu flippant, mais elle est quand même intéressante. Pour qu'il y ait du feu, Stéphane, il faut 3 éléments. Il faut un combustible, par exemple ce petit bout de bois. Il faut de l'oxygène qui se trouve tout autour de nous dans l'atmosphère. Et il faut de la chaleur. Et du coup, quand vous chauffez, le bois brûle. Alors, c'est pas directement le bois qui brûle. En fait, quand je chauffe, ça libère du gaz qu'on appelle les gaz de pyrolyse. Et c'est ça qui fait cette flamme qu'on voit ici. Si j'éteins, les gaz de pyrolyse continuent à être émis. Alors là, on l'a fait à petite échelle. Maintenant, on va faire un immense feu au fond de cette pièce. Et puisque la porte est ouverte, l'oxygène va arriver en masse et donc tout ça va s'enflammer très facilement. Vous voyez Stéphane, maintenant le feu est bien développé, tout simplement parce que la porte est ouverte, donc de l'oxygène peut l'alimenter. Si maintenant on ferme la porte... Il n'y a plus d'oxygène, donc le feu va s'éteindre. Oui, mais par contre, le bois est encore chaud et donc il va continuer à libérer les gaz de pyrolyse qui vont complètement envahir l'espace. Donc si après on rouvre la porte... De l'oxygène va revenir, donc le feu va reprendre. Et ça va être peut-être plus que ça. On se décale un peu. Là, il a une brûlure. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que cette vidéo elle est intéressante? C'est que posez-leur la question à savoir s'il y a un feu dans un dortoir, qu'il y a de la fumée qui sort, est-ce qu'on rentre ou pas? Et souvent, les professionnels vont vous dire bah non, c'est les pompiers qui vont rentrer à l'intérieur. En fait, il faut surtout pas faire ça. En fait, il faut rentrer le plus souvent du temps. Alors, parce que le feu n'a pas eu le temps de se développer. Et surtout, avant de rentrer, on va prendre des précautions. Alors, quelles précautions on va prendre? On va d'abord prendre la précaution avec le dos de la main. C'est-à-dire qu'on testera la porte avant de rentrer à l'intérieur du dortoir. On teste avec le dos de la main ou le creux de la main. On teste la porte. Effectivement, si la porte est chaude, vibrante ou elle est brûlante, ne surtout pas rentrer dedans, ça veut dire qu'il y a un phénomène thermique à l'intérieur et il y a un risque d'explosion de fumée. Par contre, si la porte est juste tiède ou à température ambiante, on testera la porte de bas en haut. Dans ce cas-là, on peut rentrer. Ensuite, on va tester la poignée. Pour ça, c'est parce que souvent, elles sont en ferraille. Et si jamais la poignée est brûlante, ça veut dire que les flammes sont derrière, on ne peut pas rentrer. Donc là, ce seront effectivement les pompiers qui vont rentrer. Mais globalement, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faudrait que le feu se développe depuis un petit moment. Maintenant, avant de rentrer, on préparera un extincteur, on le pose au sol et on se mettra sur le côté de la porte. On entrouvre la porte, on observe à l'intérieur et si nécessaire, on fera un dégagement d'urgence. Alors, et ça, il faut le faire comme exercice. Alors, lors de l'évacuation, les éléments peuvent rajouter la durée d'évacuation. Ça peut être les fumées, les effets de panique. Ces fumées sont très toxiques. Il y a un risque d'asphyxie, de brûlure, d'opacité, de toxicité. 1 kg de PVC en feu, c'est une petite poubelle en plastique, dégage 280 litres d'acide chlorhydrique, 1 kg de polyuréthane et 230 litres d'acide cyanhydrique, qui sont très toxiques au niveau des poumons. Alors, pour faciliter l'évacuation, par exemple ici, on a des façades accessibles.
par les pompiers. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a un petit carré. Et avec une échelle aérienne, les pompiers, avec leur tricoise, ils peuvent ouvrir la porte-fenêtre et du coup rentrer à l'intérieur de l'établissement. Et bien là, il y a beaucoup de structures qui ont ces fameux points rouges. Alors, je sais également que la PMI, pour matérialiser que c'est une crèche, il vous demande de mettre un point rouge. Ça ne sert à rien. Justement, ça va peut-être plus influencer négativement les pompiers parce qu'ils vont se dire, c'est une façade aveugle, on va prendre une échelle et ouvrir. Alors que pas du tout, ça ne s'ouvre pas. Donc les points rouges, c'est vraiment uniquement pour montrer qu'il y a une ouverture de façade. Afin de faciliter l'évacuation, il convient de respecter cette règle simple, ne pas encombrer les circuits d'évacuation, ne pas cadenasser, procéder à l'évacuation lors du signal sonore. Et on va au point de rassemblement. Qu'il soit matérialisé ou pas, il faut le décider à tout le monde. Alors on va quand même parler des guides fil serre-fil et du responsable d'évacuation. Donc lorsque l'alarme retentit, tous les salariés doivent cesser immédiatement le travail, fermer les portes et fenêtres et ne pas prendre les monts de charge et revenir en arrière sans autorisation. Alors demandez. Tiens, vous avez oublié un enfant dans le dortoir. Est-ce que vous revenez à l'intérieur ou pas? Globalement, ils vont vous dire non. Eh bien, si, il faut retourner à l'intérieur de la structure. Par contre, sans prendre de risque et si possible en binôme. S'il y a un enfant qui a été oublié dans un dortoir, il est important de venir le récupérer. Par contre, je vous rappelle, sans prendre de risque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de fumée, notamment en partie basse. Et il ne faut pas traverser les flammes. On n'est pas à backdraft. Donc le guide fil oriente les occupants pour un rassemblement, vérifie que tout le monde a bien entendu le signal d'alarme, cherche une autre issue de secours en cas de fumée, aide les personnes âgées et rejoint le point de rassemblement. Et le serre-fil vérifie que tout le monde a bien évacué, contrôle la fermeture des portes et fenêtres, rejoint le point de rassemblement et informe le responsable d'évacuation. Et le responsable, lui, il s'occupera de savoir d'où vient l'origine du sinistre, est-ce qu'on peut l'éteindre, est-ce que les secours ont été prévenus, et surtout il fera le bilan avec les services de secours, notamment en appelant tous les guides fil serre-fil et en demandant s'ils ont bien vérifié toutes les pièces de l'établissement pour savoir s'il n'y a plus personne à l'intérieur. Alors voilà, donc là on a une structure, donc à Carvin, une grosse structure, plusieurs. On va voir tout ce qu'on fait dans les sections et dans la section et surtout au point de rassemblement. Alors dès que l'alarme retentit, prendre les enfants de son secteur, les réunir en groupe et les évacuer par les communications existantes. Donc les enfants qui marchent, on les fait tenir par la main. Alors c'est les petits oursons qui marchent. Donc il faut vraiment qu'ils marchent. S'ils viennent d'apprendre, s'ils ont une semaine de marche, c'est pas génial. Les enfants qui marchent mal ou pas du tout, évacuation dans un lit, sachant qu'on peut pas mettre plus de 5 enfants dans un lit à roulettes. Au-delà, ça fait wagon à bestiaux et du coup, c'est pas bon. Alors, justement, là, il y a une pièce de vie, donc avec 2 ou 3 professionnels. Là, on a 2 ou 3 professionnels. Alors, les professionnels, qu'est-ce qu'elles doivent faire dans leur établissement? D'abord, c'est vérifier l'absence d'enfants en particulier dans la pièce de vie. Et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a au moins une centaine de cachettes à l'intérieur des pièces de vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder derrière les tapis, dessous les petites cantines, dessous les jeux, derrière, etc., etc. Il y a vraiment à rechercher. Souvent, on vous dira, oui, mais moi, je sais où est l'enfant, je sais où il est pas là. Eh ben, demandez-leur s'il y a des exceptions de temps en temps. Par exemple, on dira toujours, il ne peut pas y avoir d'enfant tout seul dans le couloir. Eh bien si, par exemple, il y a un père de famille qui pose des fois des jumeaux, il pose une première poussette, ensuite il retourne à sa voiture, il laisse le premier enfant à l'intérieur du couloir. Eh bien dans ce cas-là, il faudra quand même vérifier pour savoir s'il n'y a pas un enfant tout seul. Et généralement, on va fermer par exemple l'accès aux cuisines. Eh ben, demandez-leur toujours, il y a toujours des périodes où les enfants arrivent à ouvrir les poignées et ils se rentrent dans les cuisines. Il y a toujours des exceptions, c'est sûr. Alors même si on sait qu'il n'y a pas d'enfants dans le dortoir, on va quand même jeter un petit coup d'œil. Déjà pour fermer les portes et les fenêtres, et ensuite pour voir s'il n'y a rien à l'intérieur. Alors dans les dortoirs, on a plusieurs cachettes. Entre les lits, regardez bien dessous les turbulettes. Normalement il n'y a pas de couverture, mais ça rien n'empêche de regarder à travers, etc., etc. Dans le placard, par exemple dans la pièce de vie, on peut très bien se cacher un enfant dessous un placard, quoi. C'est flagrant. Dans le dortoir également. Les toilettes, on jette un petit coup d'œil à l'intérieur, on regarde derrière la porte, et dans la salle de change, on regarde qu'il n'y ait pas d'enfant sur la table allongée, etc., etc. Et ensuite, on sort. Et en regardant dehors, on peut regarder dans le jardin également pour savoir s'il n'y a pas un enfant qui traîne, qui serait sorti par inadvertance. Et donc, ça fait dans les dortoirs, lit haut, lit bas, salle de change, toilette, salle de vie. Et la dernière professionnelle ferme les portes et fenêtres et emporte la fiche de présence.
tout le monde va au point de rassemblement. Si nécessaire, vous prenez un téléphone et la clé, ça peut toujours servir. Et si jamais vous avez prévu du matériel de sécurité, ça peut être intéressant de le proposer. Et si jamais vous avez un lit spécifique pour l'évacuation, parce que c'est un lit qui est un petit peu renfoncé, utilisez celui-là, généralement il est matérialisé, lit incendie. Et on fait exactement de l'autre côté, pour les professionnels, dans la grande section et la petite section. Et on va au point de rassemblement, donc là on voit qu'il y a un point de rassemblement, les enfants qui ne marchent pas, les enfants qui marchent ici, et on fait le point. Alors ça c'est une méthodologie de se tenir la corde lorsqu'on fait les évacuations, ça peut être super intéressant. Du coup elle les entraîne en dehors des exercices d'évacuation, ils font le petit train de Paris-Bordeaux, et lorsqu'il y a l'alarme incendie qui se met en route, eh ben, ils prennent la corde et les enfants sont super contents de faire le petit train de Paris-Bordeaux ou chanter Tutut, c'est les pompiers qui fonctionnent. Vous pouvez les entraîner en dehors des exercices d'évacuation et à la fin ils sont très contents, ils sont beaucoup moins apeurés. Dans la partie administrative, donc ça généralement c'est le personnel de cantine, de nettoyage, la lingerie, l'infirmière ou la directrice dans les plus grosses structures. Donc elle, va falloir qu'elle vérifie de partout. Déjà, c'est pas parce qu'il y a l'alarme incendie qui s'est mise en route qu'il y a un feu. Donc en premier, il va falloir qu'elle sache qui a déclenché l'alarme incendie. Si personne n'a déclenché l'alarme incendie, demandez-vous si c'est pas un enfant ou un adulte ou une professionnelle qui, par inadvertance, sans le dire, aurait déclenché au moyen du déclencheur manuel. Du coup, il faudra vous rendre soit au SSI, c'est le système de sécurité incendie, la centrale incendie, qui vous indiquera quel déclencheur manuel a été déclenché, ou soit vous vous rendez directement au déclencheur manuel, alors généralement il sera un petit peu enfoncé ou il sera éclairé, et regardez à proximité pour savoir s'il y a un feu ou pas. S'il y a un feu, on confirme l'évacuation, on sortira. S'il n'y a pas de feu, vous réintégrez les locaux, sachant qu'auparavant il faudra renclencher le déclencheur manuel. Donc d'abord, s'il y a un feu, c'est s'assurer que l'alerte au service de secours a bien été faite. S'assurer du bon déroulement de l'évacuation, on peut aider, notamment en petite section. Tentez d'éteindre le feu si jamais l'évacuation se passe bien et que vous n'êtes pas en danger. En cas de feu important, on coupe les énergies, on prend un téléphone portable, on emporte les clés de la crèche et on prépare la trousse de secours. Alors, généralement, on a un petit listing déjà des parents, des numéros d'urgence. Ça peut être bien à l'arrière de marquer, par exemple, le numéro d'urgence du réseau People and Baby pour leur prévenir, ou la responsable de secteur, ou des numéros des parents pour leur prévenir que la structure est fermée parce qu'il y a un incident à l'intérieur de la structure. Et vous pouvez mettre à l'intérieur de ce classeur les clés de la structure, parce que des fois, en sortant, vous ne pouvez plus rentrer à l'intérieur. Et donc, on vérifiera. Donc là, il y a le bureau de la directrice. Local CTA, pas besoin de le vérifier. Par contre, les toilettes, oui. Donc, parce qu'il peut y avoir une professionnelle qui écoute de la musique et qui n'entendrait pas forcément. La cuisine, on regardera. On regarde que les portes et les fenêtres soient bien fermées. La laverie, cette pièce, qui peut être l'orange poussette. Le bureau de l'infirmière. Section, petite section, moyenne section, grande section, la petite section. Le vestiaire du personnel pour voir s'il n'y a plus personne, que les fenêtres soient bien fermées, le local de ménage et la lingerie. Alors, si le feu est trop important, on évacue. Et donc, on vérifie tout ça. Et on va au point de rassemblement. Et on s'assure que l'alerte a bien été transmise. Si jamais il y a la fumée en hauteur, on se baisse pour pouvoir partir. Par contre, là, il faut vite partir. Il faut évacuer impérativement. En oubliant, si possible, pas les enfants, bien sûr. Et si jamais vous êtes bloqué dans une pièce, on met un linge humide sous la porte, on arrose la porte, et puis on se manifeste au niveau de la fenêtre. Alors, les crèches en étage, c'est la galère. Il faut éviter. D'ailleurs, elles sont toutes en 4e catégorie quand ça a été déclaré, parce que les pompiers détestent ça. Alors, si c'est une crèche en étage, en premier, on va mettre les enfants sur le palier, et on ferme la porte de la crèche. Les enfants qui marchent descendent. Alors, généralement, il y a 2 professionnels. Les enfants qui marchent descendent avec la première professionnelle. Par contre, attention, mettez-vous bien en arrière et essayez de les canaliser pour pas qu'ils tombent dans les escaliers, quitte à les porter. Vous prenez bien, si c'est un escalier en colimaçon, la partie extérieure de l'escalier, c'est là où il y a le plus de marches. La marche est plus épaisse. Une fois que la professionnelle est en bas, la professionnelle qui est restée en haut, dans le lit à barreaux,
Alors, il n'y a pas d'autre solution. Si vous en avez une, miracle, vous m'appelez, mais il n'y en a pas d'autre. Ou alors, vous demandez aux habitants de vous aider, ou aux salariés de vous aider également, si vous êtes en multi-entreprise. La professionnelle qui est restée en haut, elle prend 2 enfants dans les bras, elle descend, elle les donne à la professionnelle avec les enfants qui marchent qui est en bas. Elle remonte, elle en prend 2 autres, elle descend, elle remonte, elle en prend 2 autres, elle descend. Une fois qu'il n'y a plus d'enfants en haut, soit vous descendez le lit, ou soit vous en avez un directement en bas, vous remettez les enfants à l'intérieur du lit et vous sortez. Alors on a tout essayé, c'est la seule façon de le faire. Voilà. Le pire, ce serait qu'il y ait de la fumée dans les escaliers. Alors là, si vous ne pouvez pas descendre les escaliers, c'est vous manifester à la fenêtre. Hein. Vous mettez un linge humide sous la porte et vous manifestez à la fenêtre. Voilà. Alors attention, c'est 2 exercices d'évacuation avec un compte-rendu d'évacuation. Au point de rassemblement, on fait appel, on recherche les blessés, on appelle la responsable de secteur et on accueille les secours. Juste en cas de brûlure, on arrose, on appelle le SAMU. Et ça, c'est tous les moyens à disposition pour éviter les brûlures. Si jamais un enfant ou une personne a respiré de la fumée, on le met en semi-assis. Voilà. Donc le support pédagogique, là, j'en suis à 1h05. Généralement, les 3 heures en faisant tout ce qui est manipulation et les exercices, le tour de crèche avec tout ce qui est exercice avec le dortoir, notamment à la porte. On a bien pour les 3 heures de formation. Si jamais vous avez des remarques, n'hésitez pas à les donner. Et à très bientôt.